Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point méta. Le Disney Lorcana Challenge européen à Bologne arrive très rapidement. Et l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir donner des clés de compréhension pour pouvoir choisir le meilleur deck possible à Bologne. En tout cas, ça servira au moins à aiguiller les moins assidus d'entre vous. Comme d'habitude, si jamais vous regardez cette vidéo 2, 3 ou 4 semaines après sa sortie, il se peut qu'avec les engrenages de méta, la vérité du moment soit pas la vérité de il y a plusieurs semaines. Donc là, actuellement, je tourne le 16 septembre et donc ce que je vais raconter dans cette vidéo va être valable globalement dans un laps de temps de 1 à 2 semaines. En tout cas, jusqu'à Bologne, je l'espère, ça m'étonnerait que le méta bouge beaucoup plus. Et voilà, c'est la photographie du metagame à un instant donné. Si vous regardez cette vidéo dans un mois, il y a beaucoup de choses que je vais raconter dans cette vidéo qui seront plus d'actualité. Avant d'avancer plus loin dans cette vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire, de dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez aussi le lien de notre site labellecarte.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver vos produits Lorcana. Merci à tous ceux qui achètent dessus. On essaye évidemment d'étoffer notre gamme au maximum. Il nous reste des produits Fabled si jamais ça vous intéresse. Donc le lien est en description et si jamais vous n'avez jamais passé de commande, eh bien vous pouvez utiliser le code ValetPL 2025, ça vous donne 5% de réduction, tout simplement sur votre premier panier. Voilà, merci à tous. Big up aussi à GameGenic, qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025. En soutenant GameGenic, vous nous soutenez. Donc merci à eux et merci à vous. Avant de passer au début de la vidéo, je précise aussi que toutes les sources que j'ai utilisées pour pouvoir tourner cette vidéo sont disponibles sur le site inkdeck.com, je vous mettrai évidemment le lien en description. Allez, au menu du jour, on a l'état du jeu post-rotation, le metagame, ensuite on s'intéressera au top 8 de tournoi, les différents win rates avec la data, on a une belle matrice de win rate disponible sur le site dont je vous ai parlé. Ensuite, on s'intéressera plus précisément aux decklists, quels sont pour moi les meilleurs decklists pour essayer de faire un top à Bologne. On verra aussi quels sont les coupables, c'est-à-dire les cartes les plus déterminantes de ce metagame, d'après moi encore une fois. Et enfin, comme d'habitude, en 7e, un petit point exotisme pour ceux qui veulent des decklists un petit peu plus sucrés. Et on commence par l'état du jeu post-rotation. L'idée ici, c'est pas de décrypter précisément à quoi ressemble le metagame, ça on va plutôt le faire point par point dans la suite de cette vidéo, mais c'est plutôt pour recentrer un petit peu les choses. On est donc sur un format post-rotation, c'est-à-dire que les 4 premiers sets de Lorcana ont disparu et ont laissé place à un nouveau set qui s'appelle Fabled. Fabled, c'est un set qui réintroduit beaucoup de reprints, donc des cartes qui allaient disparaître avec la rotation, mais aussi des cartes qui sont nouvelles. On a 33 nouvelles cartes, dont 6 nouvelles légendaires, donc forcément quelques cartes qui peuvent avoir de l'impact. Dans les cartes qui ont disparu du metagame, on a notamment les sweepers, les anti-bêtes de masse, comme Sisu ou comme Be Prepared. Ce qui fait que le metagame, naturellement, s'est un petit peu retourné vers des decks qui vont beaucoup plus essayer de prendre le board. On va se retrouver avec un peu des situations de game de scellé. Pour ceux qui font les avant-premières, vous voyez très bien de quoi je parle. Où les deux joueurs vont essayer d'établir le plus de board possible, vont prendre les meilleurs trades pour pouvoir ensuite entamer la course au lore. C'est un plan de jeu qui marchait pas tellement bien, en tout cas qui était un peu différent avant la rotation parce qu'on avait des decks qui invalidaient un petit peu le fait de prendre le board. Je pense notamment aux decks plus contrôle qui allaient jouer à bien des Be Prepared ou alors les decks Amber Steel Song qui venaient détruire les decks les plus agressifs ou en tout cas les decks qui avaient vocation à prendre le board. Là, on n'a plus tellement cette possibilité-là, donc on se retrouve avec plein de plans de jeu qui vont quand même globalement passer par le board, à l'exception d'un deck qui est arrivé très récemment, et on va en parler évidemment dans la suite de cette vidéo. Des decks avec des stratégies un petit peu spécifiques, comme les stratégies item, un peu combo-ish, les stratégies plus contrôle, comme les versions de bleu-rouge, ou des stratégies vraiment basées sur les chansons. Tout ça, ça a un peu disparu. On est vraiment revenu un peu à la base du jeu, où on pose des personnages, on fait des trades, et on lore. C'est un petit peu ça qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre dans le méta post-Fabled. Deuxième point, le metagame. Alors j'ai pris le metagame des 2 dernières semaines pour avoir une photographie un peu plus précise d'à quoi ressemble le format. Et on peut voir sur cette photographie du metagame que le deck le plus représenté, c'est le deck Dumbo, donc c'est le deck Blurple dont on parlera plus tard. Le deuxième deck le plus représenté, c'est Evasive, donc c'est une version violet-gris. Ce qui m'embête un petit peu avec la data qui est présentée ici, c'est que Inkdeck a tendance à séparer 2 types de decks violet-gris, alors que moi j'aurais plutôt tendance à les rapprocher et à rajouter donc les 6% des decks Challenger violet-gris avec les decks évasifs. Alors oui, il y a certaines decklists qui diffèrent, mais parfois
De ce que j'en ai compris, c'est que les versions évasives ont tendance à être un petit peu plus agressives, à avoir plus de personnages évasifs et à intégrer des dumbos. Les versions Challenger sont plus là pour prendre des bons trades et ont parfois un peu plus de late game, comme des fées clochettes. Mais parfois, on peut trouver des versions évasives sans dumbo. On peut trouver des versions de deck dans Challenger qui, elles, ont des personnages évasifs et des dumbos. Donc, j'aime pas trop cette classification. On pourrait juste admettre qu'au global, il y a 24% de decks violet-gris, avec certaines decklists un petit peu plus mid-range et certaines decklists un peu plus agressives. Je préfère, ça me paraît un peu plus simple. Troisième deck le plus représenté de ce format, c'est le deck Amber Steel Aggro, et quatrième deck qui a fait son apparition il n'y a pas si longtemps pour venir mettre un petit coup de pied dans ce méta qui était un peu figé à la sortie de Fable, eh bien c'est le deck Bleu-Vert Control. J'estime que le gros du metagame, c'est les 4 decks dont je vous ai parlé. Tout ce qu'il y a après, quand on voit que le pourcentage de représentation il est en dessous des 4%, je pense que c'est de l'anecdotique, des decks un peu plus exotiques, ce qu'on appelle des rock decks, que vous pourrez probablement croiser, mais qui sont globalement pas assez forts pour battre les meilleurs decks du format. Dans un troisième temps, on va s'intéresser au top 8 des différents tournois pour voir un petit peu quels sont les decks les plus performants. J'ai retenu 2 tournois que je vais vous présenter, un tournoi européen et un tournoi américain, comme ça il n'y a pas de jaloux, et j'ai fait en sorte de prendre les tournois avec le plus de participants, histoire d'avoir une data un peu plus intéressante. On commence avec le tournoi français organisé par la Mulligan TV, le Mulligan Challenge. Ici, c'est le fameux deck bleu-vert qui a remporté le top. Si on regarde ensuite les listes présentes en top 8, on voit qu'on a 4 decks Blurple. C'est normal, c'est le deck le plus représenté et c'était, je pense, le tiers 0 jusqu'à ce que bleu-vert fasse son apparition. On a un deck bleu-vert qui lui a remporté l'événement et on a 3 decks violet-gris, qui sont tous listés sous le nom évasive, mais qui peuvent différer dans leur construction, d'où le fait que globalement, prenez tous les decks violet-gris et mettez-les ensemble. Autre tournoi, cette fois-ci aux États-Unis, et qui a réuni plus de 300 joueurs, c'est le Pro Play Summit Denver. 300 joueurs, c'est pas rien, c'est quand même un bel événement. Et là, pour le coup, on a une petite différence par rapport au tournoi européen que je vous ai présenté juste avant, c'est que globalement, les decks violet-gris ont laissé place au deck jaune-gris. Pour le reste, on a une répartition à peu près équivalente avec beaucoup de decks Blurple. On a 2 decks cette fois-ci bleu-vert contrôle qui est devenu encore plus populaire et les violets-gris ont totalement disparu au profit des decks jaune-gris. Jaune-gris qui d'ailleurs a remporté cet événement-là, avec une finale 100% jaune-grise. Grâce à Inkdeck, on a accès aux différents win rates des différents decks, donc dans une grosse matrice où on va voir quel deck performe contre quel deck. Je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran. Et là, ça vous permet, si vous faites pause sur cette vidéo, de regarder ligne par ligne quels sont les bons et les mauvais match-up de vos decks. Faites attention, ces tableaux-là, ils ne sont pas infaillible, c'est pas une vérité absolue, ça dépend aussi du sample, c'est-à-dire de l'échantillon qui est représenté sur ce graphique-là. En gros, s'il n'y a que 10 matchs qui a été joué dans le match-up qui vous intéresse, on va dire que l'échantillon il n'est pas suffisamment important pour que le win rate qui est proposé soit vraiment pertinent. On va notamment parler d'intervalle de confiance, c'est le petit encadrement que vous avez au-dessus du pourcentage, qui donc du coup est un encadrement de 2%, et en fonction du nombre de matchs joués, eh bien là on va avoir un intervalle de confiance qui se réduit énormément et qui va donner plus de pertinence au pourcentage que vous voyez. Donc c'est pour ça que par exemple si on prend juste la première stat tout en haut à gauche, c'est-à-dire le deck Dumbo overall sur tous les matchs qu'il a joué, il a 52% de win rate sur un total de 1700 matchs. C'est ce qu'on appelle un échantillon assez important et ça permet d'avoir du coup une vraie pertinence sur ces 52%. Par contre, si vous prenez le match-up vert-violet évasive contre le deck violet-gris challenger, bon bah le match-up il est à 50% de win rate, mais comme il n'y a que 6 matchs qui ont été joués, globalement l'échantillon est insuffisant pour donner du crédit à ce pourcentage-là. Donc faites attention quand vous lisez ce type de matrice, il y a quand même aussi le nombre de matchs qui va venir donner du crédit au win rate que vous voyez. Si on se penche sur ce visuel sans trop rentrer dans les détails, ça je vous laisserai mettre sur pause pour que vous puissiez regarder exactement la stat qui vous intéresse. On voit quand même que ce deck bleu-vert contrôle, il est arrivé un peu en grande pompe parce qu'il poste un pourcentage de win rate de 53%, ce qui est globalement un peu plus élevé que les autres decks déjà établis. On voit vraiment que les meilleurs decks du format ont vraiment un pourcentage de win rate supérieur aux autres decks. Je pense à Dumbo, Evasive, Aggro et Bleu Control qui sont au-dessus des 50% de win rate, là où la plupart des autres decks sont plutôt en dessous, à l'exception de 2 decks, 2 surprises, c'est le bleu-gris ramp et surtout le vert-violet Evasive qui avec ses 54% de win rate, pour l'instant,
proposent un win rate plus élevé même que les decks les plus représentés du format. Ce qui est surtout intéressant à analyser, c'est sur les decks les plus représentés, quels sont vos bons match-ups, quels sont vos mauvais match-ups, et quel est le moyen in-game d'essayer de redresser au maximum ce match-up-là. Je prends l'exemple de Bleu Control, on voit que ce deck il a émergé parce qu'il a l'air d'avoir un match-up favorable contre Dumbo, il a un match-up très favorable contre les decks gris-jaune aggro, par contre on voit qu'il peine un petit peu contre les decks violet-gris, contre les decks évasives. Donc si jamais vous voulez jouer bleu-vert contrôle, eh bien, ou vous estimez que de toute façon, le metagame ne sera pas hyper représenté par des decks violet-gris, et donc dans ce cas-là, vous n'allez juste pas les affronter, ou alors vous estimez qu'il va quand même y en avoir, et dans ce cas-là, c'est à vous de chercher au deck building ou dans le gameplay, dans les textures de game, comment vous adapter au mieux à ce match-up-là. L'idée de cette vidéo, évidemment, c'est pas de rentrer dans les détails du détail du détail. L'idée ici, c'est de parler à tout le monde et de donner des outils à tous ceux qui ne sont pas des grands assidus du compétitif, mais qui veulent avoir quand même une image du metagame pour pouvoir préparer au mieux leur tournoi à Bologne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous allez jouer et surtout quel méta vous attendez là-bas. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la photo du metagame, regardons les decklists de plus près. Première decklist dont on doit parler, c'est le deck Blurple. Avant l'apparition de ce fameux deck bleu-vert, c'était globalement le deck à la fois le plus apprécié et probablement le deck le plus fort. C'était le deck qui faisait le plus de performance et qui était souvent aussi majoritaire sur la ligne de départ. C'est un deck qui tire profit de toute la puissance du violet, qui est globalement une des couleurs qui a le moins perdu avec la rotation et qui se couple juste à l'accélération, donc à la rampe des decks bleus. Le fait de ramper, ça leur donne juste l'opportunité d'avoir des très bonnes cartes de late game comme Hades, qui est une très bonne gestion, des très bons piocheurs, notamment pour le mirror match avec la chanson Sing Together à 10, comme en fait il y a plus de swap de board et que globalement les boards peuvent un petit peu s'élargir, c'est facile de jouer des chansons qui se chantent à l'unisson, et dans le mirror, si jamais on pioche beaucoup plus de cartes que l'adversaire, ça peut être une des clés de la victoire, mais ouais, ce deck là il tire vraiment profit des très très bonnes cartes violettes qui ont passé la rotation, et surtout de la nouvelle carte clé du set Fabled, 60 € unité, notre ami Dumbo, qui permet eh bien, de rentabiliser toutes nos cartes évasives sur le board pour pouvoir piocher des petites cartes. C'est un deck qui est très fort, qui est capable d'écraser assez facilement en late game, qui doit juste survivre un petit peu en early game contre des versions beaucoup plus agressives que lui, mais qui peinera pas derrière à clore la partie si on le laisse s'installer. Deuxième deck, et qui devient de plus en plus populaire, quand bien même il était déjà assez populaire en début de format, on a ce deck Amber Steel, une version très agressive qui va essayer de passer en dessous tous les decks violets et les decks bleus. C'est un deck, on l'a vu, qui peut peiner contre le deck bleu-vert contrôle, et on verra tout à l'heure pourquoi, mais qui a de bonnes options contre les autres decks, notamment les decks violets qui vont jouer certes beaucoup d'évasives, mais surtout beaucoup de cartes illusions qui, lorsqu'elles sont ciblées, vont disparaître. Et donc c'est pour ça qu'on a des Fire the Cannon, des allumer les mèches, qui vont pouvoir, pour un simple petit mana, détruire par exemple un Yago. Et ça fait toute la différence. Au-delà de ça, c'est un deck qui sur le play va courir très très vite au lore. Donc on se fiche un petit peu du fait que le board de notre adversaire soit évasive, puisque notre plan à nous, c'est pas forcément de prendre les trades. Au contraire, c'est protéger notre board des trades avec des Tiana et essayer de développer le plus de lore possible avec des cartes comme Lady, Daisy. Bref, c'est le deck aggro du format par excellence qui a quand même cette petite possibilité d'interagir grâce notamment à la chanson grise et à ce Fire the Cannon. Très bon deck. On y arrive enfin à ce deck bleu-vert contrôle. Ici, j'ai pris la version du gagnant du Mulligan Challenge. Ce deck-là, c'est un deck qui, pareil, va profiter de l'accélération des cartes bleues pour pouvoir jouer des cartes vertes très puissantes. Je pense notamment à deux cartes qui viennent vraiment essayer de prendre en tenaille l'entièreté du format. On a Clarabelle qui vient essayer d'attaquer toutes les synergies violettes, capables de générer énormément de cartes advantage. Bon, bah, Clarabelle, elle dit que si tu génères trop de cartes d'advantage, eh bien, ça va aussi être quelque chose de positif pour nous. Elle va venir en fait invalider globalement le card advantage des joueurs violets. Et de l'autre côté, pour rabattre la tenaille sur les decks les plus agressifs, on a Sous l'océan. Je vous avais dit qu'il n'y avait plus d'anti-bête de masse dans le format, mais c'était à moitié vrai, parce qu'en fait, on a toujours cette carte-là, qui est une chanson, Sing Together, mais c'est très simple de chanter cette chanson-là sans payer les 8 manas. Tout simplement, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de gestion de board, et donc du fait qu'il y ait beaucoup moins de gestion de board, c'est très simple de pouvoir jouer cette carte très rapidement dans la partie et venir donc détruire toutes les stratégies très offensives du format. Ça va détruire l'early game des decks violet-gris, et ça va détruire globalement à peu près tout ce que fait
le deck gris-jaune. Donc c'est vraiment une des cartes clés et à mon avis, une des réponses préférentielles de ce format. Ce deck existe pour moi grâce à Clarabelle et grâce à Sous l'Océan, qui, en partenaire de crime, ont évidemment le typo et le voguer sur la mer Azurite, qui lui permettent justement de développer ce plan de jeu assez rapidement. Donc c'est un bon deck, c'est une carte qui vraiment répond au format. Le format au début était constitué de 3 decks, donc avec le deck jaune-gris, le deck violet-gris et le deck blurple. Et puis en fait, il est venu en analysant un petit peu ce metagame, se frayer une petite place dans ce metagame à 3 decks pour constituer maintenant un metagame à 4 decks. Et enfin, le dernier deck le plus compétitif dont j'avais envie de vous parler, c'est le fameux deck violet-gris qui lui va essayer de jouer sur 2 tableaux. Il va essayer de écraser un petit peu les autres decks aggro, prendre des bons trades, se constituer comme le deck le plus mid-range et donc capable de prendre le board en invalidant le board de l'adversaire, mais être capable aussi d'être le deck qui court, qui va chercher du lore contre notamment les decks Blurple, parce qu'on sait très bien que si on va en late game contre Blurple, il va nous écraser, faire des choses plus puissantes que nous, avoir plus de cartes en main et donc facilement clore la partie. Et donc voilà, on est capable d'aller générer beaucoup de lore à distance, notamment avec le Cobra et la Rose. On est capable aussi de courir convenablement parce qu'on a beaucoup de bêtes évasives. On est capable de faire pas mal de cartes advantage, notamment pour le mirror match avec les Dembo qui vont venir nous permettre de piocher pas mal de cartes. Et contre les decks les plus agressifs, on va se positionner un peu comme le joueur contrôle en prenant des bons trades grâce à des Elsa et grâce à cette fameuse chanson plus ardent que le feu des volcans. Très bon deck, très polyvalent, mais comme d'habitude, il souffre des mêmes problématiques que pré-rotation. C'est un deck qui est assez fair, qui développe rien de particulièrement puissant. Il s'adapte juste bien au format en jouant juste un pool de cartes très convenable, mais il fait des choses moins broken que Blurple et il va moins vite que les decks les plus agressifs base jaune avec des Daisy. Maintenant, on va passer au 6e point de cette vidéo. Qui sont les coupables de ce metagame? Quelles sont les cartes qui sont responsables de ce metagame à 4 decks? Eh bien, d'après moi, c'est une petite sélection que j'ai faite de mon côté, ce sont ces cartes-là qui sont responsables de ce metagame-là, qui pour l'instant d'ailleurs est un méta assez sympathique. Allez, 30% de Blurple, on peut estimer que c'est 5 ou 10% de trop, mais globalement, il y a quand même 4 decks qui sont représentés à peu près dans les mêmes tranches de représentation. Je vous dis un peu moins de Blurple, peut-être un peu plus de bleu-vert qui du coup mécaniquement feront remonter des decks violet-gris, et on peut se retrouver avec un format à 4 decks, et c'est pas forcément un mauvais format. Juste actuellement, ouais, il y a un petit peu trop de Blurple pour avoir un format picobello, et je pense que ce sont ces cartes-là qui donnent envie aux gens de ramener l'un des 4 decks que je vous ai présenté. Globalement, si votre deck ne joue pas une ou plusieurs de ces cartes-là, il aura beaucoup de mal à venir matcher un petit peu le mur de la réalité, c'est-à-dire les meilleurs decks du format. Vraiment Clarabelle qui va attaquer le carte advantage et deck violet, voguer sur la mer Azurite qui va juste accélérer les bêtises qu'on veut faire à la fois dans Blurple ou dans Bleu Vert Control, plus ardent que le feu des volcans qui reste la chanson maintenant interactive du format, donc hyper importante dans tous les decks gris, qui soient agressifs ou plus midrange. Sous l'Océan, c'est le seul anti-bet de masse, et comme on a beaucoup de board présence, chanter à l'unisson c'est hyper simple. Daisy et Lady, c'est vraiment les deux doigts de la main, parce que c'est des cartes très agressives qui vont permettre de donner un plan de jeu très rapide aux decks jaunes qui vont essayer de passer en dessous tous ces decks très value que sont les decks bleus et les decks violets. Cobra géant, forcément, c'est à lui tout seul une des raisons de jouer au violet-gris, parce que c'est capable d'aller chercher du lore à distance, donc de pas forcément passer par le board présence pour remporter la partie. Et je pense que sans Cobra géant, on aurait un peu moins envie de jouer violet-gris. Et enfin, pour moi, le coupable ultime de cette photographie du metagame, c'est Dumbo, parce que c'est instantanément devenu un peu le must-have, le tour 4 préférentiel de ce nouveau metagame. Il y en a peut-être d'autres qui auraient pu rentrer dedans. Bon, l'idée, c'était de faire une petite sélection assez représentative d'après moi. Bon, je vous connais, un point méta et pas un point méta complet si on donne pas une petite touche d'exotisme à tout ça. Parfois, on sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas juste jouer les meilleurs decks, qui ont toujours aussi besoin de mixer ça avec leur plaisir personnel, et donc ils ont besoin aussi de pouvoir jouer des choses un petit peu différentes, un peu plus sucrées, qui conservent quand même évidemment un win rate convenable, et c'est pour ça que je vous fais toujours un point exotisme pour vous présenter quelques decklists
qui certes ne sont pas aussi fortes que les 4 premières, mais qui peuvent, entre guillemets, vous donner satisfaction. Dès lors que vos attentes ne sont pas décorrélées de la réalité, que vous savez que vous jouez un deck qui est potentiellement un peu moins fort que les 4 premiers, ça peut être une alternative viable, parce que ce sont des decks fonctionnels qui peuvent faire des choses concrètes. Premier deck qui a été très populaire semaine 1 à la sortie du set Fable, et qui est vite tombé un peu en désuétude, mais qui arrive toujours à représenter 4 à 5% du format, c'est le deck allié bleu-gris qui va se baser notamment sur la Jasmine Shift 2, hein, qui est le seul Shift 2 qui peut shifter sur un personnage à 1 mana, donc ça a tout de suite donné envie aux gens d'essayer d'adopter ce plan de jeu. Derrière, on va avoir le Scar qui synergise bien avec les alliés. Vu qu'on joue bleu, on peut s'accélérer, avoir du bon late game avec notamment la Fée Clochette et notre ami Hades. On a la possibilité de jouer Fire the Cannon, qui est une très bonne réponse au deck violet, et Plus Ardent que le Feu des Volcans, qui est franchement une carte qui est hyper puissante sur le play, même si elle est aussi très convenable sur la draw. Donc c'est un deck qui a quand même globalement 2-3 atouts pour lui. Violet-vert, on l'a vu dans les différents win rates que je vous ai présentés plus tôt, c'est un deck qui a un très bon win rate, il est peut-être un peu sous-joué par rapport au potentiel qu'il a. Moi j'aime beaucoup ce deck-là, quand je le vois, je trouve que ça donne envie, le deck est carré, il est solide, ça joue le nouveau génie que j'aime beaucoup, qui, encore une fois, dans un metagame qui va beaucoup jouer sur le board présence, donner plus d'offensif à tous vos personnages, je pense que c'est pas du tout anecdotique. On a vraiment pas mal de personnages évasifs, ce qui rentabilise très très bien Dumbo. Je pense que c'est une version agressive capable de passer en dessous des decks bleu-purple et les decks bleu-vert de manière assez fonctionnelle. Donc je ne serais pas étonné que ce deck gagne un peu en popularité d'ici quelques jours, quelques semaines, en tout cas d'ici Bologne. Disons qu'il faudrait que le méta soit pas trop agressif, parce que c'est un deck qui va très mal gérer les sorties jaunes. Mais si les decks jaunes reculent un peu, il y a un shot. Et enfin, dernier deck, vous l'attendiez évidemment, c'est le deck jaune-vert agressif. On en avait parlé avant même que le set sorte, hein. C'est un deck qui n'avait pas perdu grand-chose, qui se permet de jouer bien le génie et toute la base dog qui est plutôt intéressante. Ça joue les 2 meilleurs drop 1 du jeu, que sont Daisy et Londin ensorcelé. Donc une base très punchy, hein, pour aller mettre rapidement des points de l'or. Globalement, dès que l'adversaire va reprendre l'avantage sur le board, notre game s'arrête à ce moment-là, parce qu'on n'a pas de reach à la différence des decks violets. Mais on peut faire des départs très canons, des départs assez méchants, que beaucoup de decks auront du mal à contraindre. Je pense que Blurple peut assez facilement se faire prendre de vitesse par ce type de deck-là. On n'a pas de reach, mais on a un peu de résilience, notamment avec les clochards en late game. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est une option qui ne me semble pas totalement décorrélée de la réalité. Je pense que vous allez rencontrer ce type de deck-là aussi à Bologne, et qu'il faudra être un peu préparé à affronter un peu. Pour moi, c'est un peu les nouveaux decks hyper rush. Voilà. J'espère que ce point méta était assez complet pour vous, que ça a pu vous apporter quelques informations et quelques connaissances, que ça vous aidera à choisir le meilleur deck pour vous pour performer à Bologne. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, bonne chance pour votre tournoi, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.